Rising up, took my chances, went the distance, will to survive. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le chapitre sur nos origines. Et vous verrez que la prochaine partie, ce sera sur Dieu. Mais dans les origines, on ne peut pas faire autrement que de parler de Dieu aussi. Mais par rapport au point d'origine. Et vous allez voir dans cette présentation, qui est issue en fait d'un résumé que j'ai fait d'après une vidéo de l'Arche du Savoir qui est passée sur Amdessine. Je pense que c'est « Il était une fois le monde » version 2. La science et le sacré unifiés. Relier science et sacré afin de déconstruire les idées reçues sur la création. Appuie sur les textes originaux, hébreux, grecs et éthiopiens, et non pas sur les traductions comme la Vulgate religieuses qui sont biaisées. Nul ne prétend détenir la vérité, mais il y a moyen de s'en approcher. Unification des connaissances. Les textes anciens. Étude des langues originelles, l'hébreu, le grec et l'éthiopien, parce que dans ces langues originelles, il y a une richesse infinie que ne se retrouve pas dans d'autres alphabets, en fait. Parfois, en hébreu notamment, une seule lettre, ça raconte un univers, en fait, ça raconte, c'est incroyable. C'est beaucoup plus proche de la perfection de l'origine que les langues qui sont venues après. Intégration des dernières avancées scientifiques. C'est important aussi de relier donc la science et les textes sacrés. Et donc au-delà des dogmes, c'est le dépassement des théories matérialistes et des dogmes religieux. Trop souvent séparés, le domaine scientifique et le domaine sacré sont en réalité deux langages décrivant la même réalité. Ce travail s'appuie à la fois sur les textes anciens dans leurs langues originelles et sur les dernières avancées de la physique quantique. L'objectif est donc d'unifier la connaissance pour comprendre nos véritables origines, au-delà de tous les dogmes religieux ou toutes les théories matérialistes. L'origine avant la Genèse. L'origine n'est pas la Genèse biblique. Il y avait quelque chose avant, on l'a bien vu d'ailleurs dans le point primordial. Il y a une distinction fondamentale entre les concepts. L'origine égale l'instant où ce qui n'existe pas devient manifeste. Donc c'est la transition du non manifesté au manifesté. Le point de départ, c'est une singularité de 10 à la puissance moins 33 cm contenant toute l'information, l'infiniment petit mais infiniment dense. Et ici on peut voir l'échelle de valeur des grandeurs du normal, je veux dire, du 10 exposant 0, donc à l'échelle d'une personne. On passe au millimètre, au micromètre, au nanomètre. Donc vous voyez que l'échelle, le mur de Planck, il est à 10 moins 35 mètres. C'est infiniment, infiniment petit. La manifestation de l'être, émanation d'un être inengendré et hors du temps. L'être se donne à voir sous forme d'hologramme.
Cette image contient l'intégralité de l'existence. L'image illustre le moment où l'être se manifeste depuis le point d'origine. Le personnage holographique en bleu symbolise un être encore semi-manifesté issu de l'information pure. Il se tient au-dessus d'un socle énergétique lumineux. Cela représente la base vibratoire de l'univers, sur laquelle la matière se projette. Cette image dit en résumé, ce qui n'était pas devient ce qui est, à travers la lumière et la fréquence. C'est magnifique. Le mot jeunesse dans les textes abrahamiques n'est pas équivalent à l'origine dont nous parlons ici. L'origine est ce point initial, cette singularité d'où tout émane, y compris le temps, l'espace, l'énergie et la matière. C'est un point infiniment petit, 10-33 cm, contenant toute l'information nécessaire à la création. Et après on dira encore que c'est un hasard. C'est un instant hors du temps où tout est potentiel. Du point au Big Bang. Appui sur la science, le Big Bang, c'est comme le déclenchement du film. Le film qui va faire qu'on va vivre toutes ces aventures fantastiques. Transition de l'information à la manifestation par activation énergétique. Pow! Et le temps imaginaire devient réalité. Le film cosmique, on appuie sur play. Le Big Bang n'est pas le commencement absolu, comme on le disait, mais le moment où la lecture du programme cosmique commence. Avant cela, tout était comme un film en attente d'être lancé. En appuyant sur play, l'information s'actualise sous forme d'énergie et de matière. C'est le passage du virtuel au réel, du non manifesté au manifesté. Tout comme on l'a vu dans les vidéos précédentes que j'ai faites à propos des domaines de l'information de Grabovoi, où il parle justement des tétraèdres, nous voilà ici dans le sujet des tachyons et des tétraèdres, qui sont les formes géométriques de base de la création. Le tachyon précède son existence. Il initie l'univers. La création du tétraèdre, base géométrique de l'univers, structure du carbone. Émergence des premières formes, matière et antimatière. Le tachyon et le tétraèdre. Cette image symbolise le passage de l'invisible à la forme structurée à travers les concepts clés de tachyon et de géométrie sacrée. Le fond cosmique, étoiles et nébuleuses, évoque l'infinité du champ d'information originel, encore non matérialisé. Au centre, un tachyon lumineux, sphère énergétique brillante. Il représente la première impulsion émanée du point d'origine, une particule hypothétique qui précède sa propre existence. Elle défie la logique linéaire du temps. Autour du tachyon, un tétraèdre en lumière bleutée flottant dans l'espace. Cette figure géométrique sacrée est la première forme stable issue de cette impulsion. Elle est présente dans la structure du carbone, fondement de la vie. La couleur bleu-blanc indique une énergie pure, vibratoire, subtile, très liée au niveau de conscience élevé et à l'origine céleste. Cette diapo peut servir à expliquer que la première création n'est pas une forme matérielle, mais une structure vibratoire et géométrique, issue d'un principe au-delà du temps. L'information primordiale, les tachyons hors du temps, donc avant que le temps soit effectif. Il précède même son existence car il existe donc en dehors du temps. Et s'il précède son existence, ça veut dire qu'il est capable d'aller dans le passé et ça veut dire qu'il est capable aussi de se réinventer tout le temps. La géométrie primordiale. Ce tachyon génère une forme géométrique primordiale, le tétraèdre, une pyramide à base triangulaire, qui est la base de la vie. Cette structure se retrouve dans la molécule de carbone, la base de la vie,
La géométrie sacrée commence ici. Donc le temps qui se passe entre l'origine et le Big Bang est de 10 puissance moins 43 secondes. Ça veut dire que le Big Bang, ce n'est pas le moment zéro et qu'il y a donc ces secondes, ces infinies secondes qu'on appelle le temps de Planck. Une fois que ce temps de Planck est écoulé, ça va créer une première ligne. Ce qui est information, ce qui est informe, et ce qui est en forme, c'est la matière. Donc on a le point, il va créer un deuxième point, et c'est ça qui va créer le Big Bang. Alors d'abord, le temps de Planck, c'est quoi? Et le temps de Planck est considéré comme la plus petite unité de temps concevable dans la physique actuelle. Donc actuellement, on ne sait pas les informations qu'on pourra avoir dans le futur, mais pour l'instant c'est ça. C'est l'instant après lequel l'univers devient décrivable, descriptible par les lois de la physique. La formule, je vous la laisse lire. Et donc, entre le point primordial, souvent vu comme le temps zéro, et le temps de Planck, il y a 10 puissance moins 44 secondes. C'est une durée infinitésimale, impossible à diviser selon la physique actuelle, car au-dessous de cette limite, le temps lui-même perd sa signification. En résumé, entre le point primordial et le point de Planck, il y a donc environ 5,33 fois 10 puissance moins 44 secondes, une poussière d'instant inaccessible à nos lois actuelles. Mais c'est peut-être là que la conscience divine, le logos ou l'intention créatrice a œuvré. Voici un schéma que j'ai trouvé sur internet pour montrer ça. Donc, résumé, l'origine avant la Genèse. L'origine n'est pas la Genèse biblique, l'origine égale l'instant où ce qui n'existait pas devient manifeste. Le point de départ, une singularité de 10 puissance moins 33 cm contenant toute l'information. Naissance de la Merkaba. La géométrie sacrée dynamique. La Merkaba, c'est deux tétraèdres qui s'emboîtent pour former la Merkaba, première géométrie sacrée dynamique. K et Ba, elle symbolise la rencontre entre le K, l'aspect matériel et tangible, et le Ba, l'information, le souffle, le spirituel. Singularité créatrice. Cette structure active la singularité créatrice, générant un champ de torsion qui est l'univers lui-même en spirale perpétuelle. Et cette Merkaba, c'est quoi? C'est l'espace-temps et le temps-espace qui se rencontrent en un point. Pour ceux qui connaissent les travaux de Nassim Haramein, ça s'appelle le point de singularité. Ce point de singularité, c'est lui qui crée l'existence. Et on l'appelle aussi le vecteur équilibrium. Résumé, la Merkaba. Cette image représente une forme sacrée puissante, pilier central de nombreuses traditions spirituelles. La Merkaba, littéralement char de lumière en hébreu ancien. L'image montre deux tétraèdres inversés, imbriqués, formant une étoile tridimensionnelle. Les anneaux lumineux en rotation autour de la Merkaba symbolisent le champ de torsion ou vortex d'énergie qui anime toute forme de vie consciente. Que symbolise la Merkaba? Le tétraèdre pointant vers le haut représente l'énergie masculine, le tétraèdre pointant vers le bas représente l'énergie féminine, l'information, le bas. Ensemble, ils forment le véhicule de l'âme, le lien entre le corps et l'esprit, entre l'espace-temps et le temps-espace. La Merkaba est le moteur géométrique de la création. Elle active le champ de résonance, permettant à l'univers de se structurer. C'est elle qui engendre le vecteur d'équilibre, le point de singularité, à l'origine de l'expansion cosmique.
Et qu'est-ce qui s'est créé à ce moment-là? Il s'est créé un champ de torsion, une fréquence. C'est pour ça que l'univers est une spirale. Donc déjà, ce qu'on peut déjà noter à ce moment-là, à cette origine, c'est que ce qui n'était pas, ce qui était intangible, est devenu tangible. Ce truc-là a communiqué l'information à travers le vide de l'espace. Cyril. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La parole, la communication, le tétraèdre, le triangle divin. Qu'est-ce qu'il va nous créer? Il va créer une fréquence, une vibration. Et qu'est-ce qu'on vous dit en physique quantique? Que l'énergie est à la fois onde et à la fois particule. L'origine vibratoire, le son. Au commencement était le verbe. Référence au son primordial créateur. L'énergie devient onde puis particule. Fondation de la matière. L'univers est un champ de fréquences et de vibrations. Tout est vibration à différentes échelles. La symphonie universelle. Au commencement était le verbe. Le son primordial est une fréquence, une vibration qui engendre toutes les lois universelles. La matière est issue d'une onde. L'univers est donc musique, rythme et résonance. La matière n'est que l'état figé d'une onde vibratoire. Tout est énergie, tout est fréquence. Résumé, au commencement était le verbe. Le verbe, le son originel. Cette illustration évoque l'instant vibratoire où tout a commencé, où l'univers, encore informe, a reçu l'impulsion sonore primordiale. Le fond étoilé rappelle l'univers encore en attente de manifestation. La lumière intense, à droite, incarne la source de la vibration, l'étincelle de la création. L'onde colorée, du jaune chaud au bleu froid, représente la fréquence née de cette lumière, une vibration qui se propage et organise la matière. Au commencement était le verbe Jean 1.1. Ce passage signifie que le son, la vibration, la parole est le vecteur premier de création. Avant même la lumière, c'est la fréquence qui structure l'énergie. En termes de physique quantique, toute matière est constituée d'ondes avant de devenir particule. L'univers est un champ vibratoire infini où chaque chose existe par résonance. Ce verbe est donc la fréquence fondatrice, le champ originel. Elle contient toutes les lois universelles. Elle est musique, géométrie et intelligence à la fois. La résonance implique une oscillation, une fréquence, qui crée un passage entre l'énergie potentielle, l'information, et l'énergie cinétique, la manifestation de cette information. C'est là toute la puissance de la résonance. Donc la résonance utilise une énergie non existante, juste informationnelle, pour se manifester dans une énergie, dans la forme, image-forme. Cette forme d'image est d'abord une image, puis se manifeste dans la forme, et c'est comparable au processus de la gravure d'un DVD. Avant, vous créez d'abord une image du logiciel avant de le graver dans la forme pour pouvoir utiliser cette énergie de résonance. Donc cette énergie de résonance à la fois potentielle et cinétique vient nous rappeler à l'adage de ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout est lié. On a un point de départ, tachyon, qui est à la fois informe, le temps, et qui est à la fois dans la forme, la matière. Une citation biblique en hébreu est en accord avec notre image et notre forme. Cyril. Hébreu 11.3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Fragmentation et holographie. Lumière égale onde qui devient particule. C'est la transition de l'onde à la matière. Le principe holographique, chaque partie contient le tout. Exemple, le proton contient potentiellement l'univers entier. L'infiniment petit reflète l'infiniment grand. Donc résumé, fragmentation et holographie, la lumière est une onde informe qui devient particule.
Le principe holographique, chaque partie contient le tout. Exemple, le proton contient potentiellement l'univers entier. L'univers holographique, holofractographique. L'univers fonctionne comme un hologramme, chaque partie contient le tout. Quand une lumière traverse un prisme, elle se divise en couleurs, les 12 archétypes lumineux. Ce principe fractal permet de comprendre pourquoi chaque proton contient potentiellement l'information de l'univers. Nous sommes des fragments entiers du tout. Le spectre lumineux est les 12 couleurs. La lumière est une onde informe devenue forme. La lumière originelle est pure, non différenciée, informelle. En traversant le prisme ou un champ particulier, elle se décompose en ondes de différentes longueurs d'onde. Ce phénomène crée le spectre visible, que nous connaissons sous la forme des 7 couleurs de l'arc-en-ciel: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Ces 7 rayons correspondent aux fréquences vibratoires fondamentales, présentes dans les chakras, les 7 jours, les 7 notes musicales, etc. Mais pourquoi 12 et pas seulement 7? En fait, entre chaque couleur, il existe des nuances invisibles à l'œil nu, mais perceptibles énergétiquement. Ces transitions vibratoires créent 5 espaces intermédiaires, portant l'information subtile. Résultat, 7 couleurs principales, plus 5 nuances intermédiaires, égale 12 fréquences complètes. Cette complétude en 12 se retrouve dans tout le vivant, les 12 archétypes humains, le zodiaque, les apôtres, les 12 paires de nerfs crâniens, les 12 heures du jour et de la nuit, les 12 notes par octave dans la musique harmonique complète. Le sens spirituel de cette extension, passer de 7 à 12, c'est passer du plan physique au plan cosmique. Les 12 rayons sont porteurs d'une conscience archétypale. Chacun représente un aspect de la source, une facette du divin, une fréquence de l'être. Cela signifie que l'univers entier est encodé dans la lumière et que nous, êtres humains, portons en nous ces 12 vibrations matricielles. En résumé, la lumière se fragmente pour révéler la diversité. Les couleurs sont des informations codées et les 12 fréquences sont les clés vibratoires de la création. Le cerveau de l'univers. Cerveau gauche égale matière, particule, cerveau droit égale onde, invisible. On dit souvent que les gens plus spirituels ont un cerveau droit plus développé que le cerveau gauche qui est plus la logique mathématique. Corrélation donc avec notre ADN. L'univers fonctionne par résonance holographique. Explication de l'image. Le cerveau de l'univers, cette image visuellement saisissante, illustre une correspondance fondamentale entre le cerveau humain et la structure de l'univers. Elle fait le lien entre le microcosme, toi, moi, chaque être vivant, et le macrocosme, le tout, la source, le cosmos. Le cerveau de l'univers est une conscience cosmique. En arrière-plan, un fond stellaire rappelle l'immensité de l'espace, la matrice vibratoire originelle. À droite de l'image, une galaxie spiralée évoque le mouvement du temps, l'expansion, la mémoire cosmique. Ce cortex cosmique est une allégorie de l'intelligence universelle, une supraconscience qui régit l'ordre des choses. Le point entre l'humain et le tout. Cette image rappelle que nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous en sommes l'émanation, à son image. Nos pensées, nos émotions, nos états de conscience agissent par résonance sur le tissu même de la réalité. Le cerveau humain est donc un écho du cerveau cosmique, capable de recevoir, créer et projeter de l'information dans le champ global. En résumé, l'univers pense, vibre, ressent, tout comme nous. En comprenant notre propre fonctionnement intérieur, nous accédons à la compréhension de l'origine et des lois du vivant. Ce n'est pas nous qui avons un cerveau, c'est l'univers
qui s'expérimente à travers nous. On peut illustrer ceci par cette petite photo de Jim Carrey qui en fait a tout compris. À l'image du cerveau humain, l'univers est composé d'un cerveau gauche, logique, matière, et d'un cerveau droit, créatif, onde. Ce schéma se reflète aussi dans notre ADN, une partie prédéterminée, l'autre vibratoire. L'univers est réflexif, il apprend de lui-même, il évolue par résonance holofractographique. Le code temporel sacré. Le temps est relatif, lié à notre état vibratoire. Il ne s'écoule pas de la même manière pour chacun. Le nombre 12 présent dans les phalanges de nos doigts et dans les horloges sumériennes est le code temporel sacré. Je vais l'expliquer après parce qu'à première vue, vous pourriez croire que c'est une erreur, mais pas du tout. Le monde invisible fonctionne en docadécimal, 12, tandis que la matière utilise le décimal, 10. Le langage du temps est codé dans nos corps et dans l'univers. Alors voici une photo qui va expliquer donc l'explication d'image, le système décimal versus le docadécimal. Cette illustration met en lumière deux façons fondamentales de compter, organiser le temps et comprendre le monde selon deux systèmes numériques. Le premier, le système décimal, la matière manifestée. Les deux mains, ça fait 10 doigts. C'est le système qu'on utilise tous les jours, 10 doigts, base de 10, 10 unités, 100, 1000, on compte tout par unité de 10. Ça structure en fait le monde matériel qui est mesurable et concret. La monnaie, les poids, les longueurs, les objets, les outils. Il est lié à la densité, au corps et au monde tangible. Le décimal égale le langage de la matière. Et le système docadécimal, le temps, la lumière, l'invisible, représenté ici par un cadran solaire ou horloge à 12 divisions, utilisé par les anciennes civilisations comme les Sumériens. Pourquoi 12 ? Car chaque doigt hors pouce a 3 phalanges et le pouce sert de pointeur pour compter les 12 unités sur une main. Donc je revois comme ça, c'est le pouce qui compte les phalanges. Comme ça, hop, comme ça, tac, 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 tac. Ainsi, une main égale 12, deux mains égale 24 heures, un jour complet. Donc si on compte ici les 12 phalanges, si on compte ici les 12 phalanges avec le pouce, une main égale 12, deux mains égale 24, égale un jour complet. Ce système régit le temps, la lumière, les cycles célestes, le zodiaque, les archétypes spirituels. Il est subtil, vibratoire et sacré. Le docadécimal égale le langage du cosmos. Pourquoi cette distinction est essentielle ? Bien, le décimal est utile pour agir dans la matière et le docadécimal est essentiel pour comprendre les rythmes universels. Il faut réintégrer le 12 dans notre conscience, car la lumière originelle se fragmente en 12 fréquences, et les lois de l'univers, elles aussi, parlent en 12. En résumé, le 10 structure le monde visible, la matière, le 12 structure le monde invisible, le temps, la vibration et l'esprit, et les deux coexistent, comme notre corps et notre âme. Donc là, je refais un petit rappel donc, par rapport aux Sumériens. Il y a d'autres peuples anciens qui comptaient autrement, et que c'est là que ça devient magique. Comment comptait-il jusqu'à 12 avec une seule main ? Tu prends ta main droite par exemple, tu utilises ton pouce comme compteur-pointeur mobile et tu pointes les 3 phalanges de chacun des autres doigts. 4 doigts x 3 phalanges égale 12 positions possibles sur une seule main. Résultat, ta main compte de 1 à 12, le docadécimal. Ta main gauche sert à compter les groupes de 12, comme des dizaines. Donc main droite égale 12 unités, main gauche égale 5 x 12 égale 60 unités. C'est ainsi que naît le système sexagésimal, base de 60, des Sumériens utilisés pour les heures, 60 minutes, les degrés, 360 degrés, et nos horloges actuelles, 12 heures x 2 égale 24 heures. On pourrait même dire les 10 doigts servent à construire.
Les 12 phalanges servent à comprendre l'ordre caché des choses. Conclusion, tout est lié. L'univers est réflexif et expérientiel. L'origine est dans chaque particule. Ce que nous appelons Dieu peut être une onde consciente ou une civilisation créatrice. On en parlera plus tard dans d'autres vidéos. Et l'homme, par sa structure fractale, est une émanation du divin. Retour à la source. Comme l'ADN, l'univers se replie sur lui-même pour se souvenir de qui il est. L'image illustre le mouvement fractal de la création. Chaque spirale, chaque branche d'ADN, chaque expérience de vie suit une géométrie sacrée qui ramène inévitablement à l'origine. Les fractalités colorées symbolisent l'expansion et la diversité, tandis que la double hélice lumineuse rappelle que notre corps est la mémoire de l'univers. En remontant le fil de notre ADN, nous ne faisons que revenir à la source, là où tout est un, infini et en parfaite résonance. Dieu ou une onde consciente. Revenir à l'origine pour redevenir créateur. Ce voyage à travers l'origine, la vibration, la lumière, le son, la géométrie et l'intelligence du vivant nous ramène à une vérité essentielle. Nous sommes bien plus que de la matière. Nous sommes fréquences, formes sacrées, porteurs d'un programme lumineux inscrit au cœur de notre ADN. L'univers ne nous est pas extérieur, il résonne en nous. Conclusion, revenir à l'origine pour redevenir créateur. Ce voyage à travers l'origine, la vibration, la lumière, la géométrie et l'intelligence du vivant nous ramène à une vérité essentielle. Nous sommes bien plus que de la matière. Nous sommes fréquences, formes sacrées, porteurs d'un programme lumineux, inscrit au cœur de notre ADN. L'univers est en nous, pas extérieur. Il résonne en nous. Du point de départ invisible à la spirale du vivant. De la parole originelle aux 12 fréquences archétypales. Tout nous invite à nous souvenir que l'univers est un être conscient, que notre conscience structure la réalité et que le divin, qu'on l'appelle Dieu ou onde créatrice, peu importe, n'est pas séparé de nous. Nous sommes des fragments de la source, appelés à rayonner à notre tour. Alors cette vidéo est terminée, mais j'ai rajouté des parallèles avec le livre du Rancia. Donc soit vous faites une pause et puis après vous regardez la suite, ou soit si le livre du Rancia ne vous intéresse pas, vous pouvez terminer cette vidéo à ce moment précis et je vous fais déjà de gros bisous. Et pour ceux qui continuent, on continue avec Retour à la source, lecture à la lumière du livre du Rancia. Donc on va faire un parallèle avec l'enseignement qui a été proposé dans le début de cette vidéo. Le livre du Rancia décrit un univers vivant, multidimensionnel, hiérarchisé, émanant de la volonté du Père universel, une intelligence infinie, omniprésente et aimante. Voici les points de rencontre majeurs. L'origine unique, centre éternel. Dans Urantia, le Père universel est la source première et le centre de toute réalité. Dans la présentation que je viens de faire, l'origine est un point infinitésimal, contenant toute l'information, hors du temps et à partir duquel tout s'expanse. Le parallèle qu'on peut faire entre les deux, ce point d'origine est ce que le livre du Rancia appelle le Père du paradis, centre immobile de l'univers des univers, comme on a vu au début de la vidéo, de qui procède le Fils éternel, donc qui est la parole, et l'acteur conjoint, qui est l'Esprit infini, le Verbe créateur. Dans Urantia, la première expression de la volonté divine est le Verbe, le Fils éternel, co-créateur de tout ce qui est. Dans la vision de l'Arche du Savoir, le Verbe est vibration, fréquence, son originel, structurant la matière. Et le parallèle qu'on peut faire avec le livre du Rancia, le livre du Rancia enseigne que l'univers est musique, mathématiques, volonté. La parole divine est le plan d'organisation cosmique
transmis à tous les niveaux de la création. La vibration primordiale, le verre comme son originel. Mathématiques cosmiques, l'univers est musique et structure. Et le plan d'organisation, transmission à tous les niveaux. La fractalité descendante est la remontée vers Dieu. Chaque créature, du plus humble humain à l'être suprême, porte une étincelle divine intérieure appelée ajusteur de pensée, un fragment du Père universel. Dans l'approche ADS, donc Arche du savoir, chaque particule, chaque fragment contient toute l'information de la source. Le retour à soi, à son ADN, c'est retrouver l'intelligence primordiale. Le parallèle entre les deux enseignements, le chemin de l'âme dans Urantia est une ascension progressive, de sphère en sphère, de conscience en conscience, jusqu'à la fusion avec la source. ADS illustre ce processus par la géométrie sacrée, la résonance holofractographique et le souvenir vibratoire. Dieu n'est pas lointain, il est en nous. Dans Urantia, Dieu est esprit et il habite dans chacun de ses enfants. Dans la conclusion de ma vidéo, nous sommes des fragments de la source appelés à rayonner à notre tour. Urantia insiste sur le fait que le divin n'est pas extérieur, mais intimement présent en chacun de nous, grâce à l'ajusteur de conscience, attendant notre réponse consciente et volontaire à l'appel du retour. Conclusion. Unifier science, philosophie et spiritualité. Créer des ponts entre les différentes approches de la connaissance, et c'est ce que j'essaye de faire à travers toutes ces vidéos. Faire tomber les illusions de séparation, reconnaître notre unité fondamentale avec toute la création. Retourner en conscience à la source d'amour. Bon, pas trop vite quand même, moi je kiffe ma life quand même. Accomplir notre destinée spirituelle ultime. Ce voyage vibratoire, visuel et spirituel rejoint pleinement la mission du livre d'Urantia. Unifier science, philosophie et spiritualité. Faire tomber les illusions de séparation. Et nous rappeler que notre destinée est de retourner en conscience à la source d'amour d'où nous venons. Et je terminerai avec cette citation finale inspirée du livre d'Urantia. L'univers est un chant éternel, et chaque être est une note unique appelée à résonner avec la source. Tu viens du centre infini, et tout en toi aspire à y retourner. Non par fuite, mais par accomplissement. Car retrouver Dieu, c'est se retrouver soi, dans la pleine conscience de l'amour qui t'a créé. C'est pas beau ça? Allez, c'est une magnifique phrase pour terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous conseille de regarder les vidéos aussi de l'Arche du Savoir, parce que j'ai quand même appris pas mal de choses. Et je vous invite à regarder la prochaine vidéo la semaine prochaine. La prochaine vidéo, ce sera un extrait de mon séminaire sur ma venue au monde. Tout un programme. À bientôt, je vous embrasse.